Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, Parce que voilà. moi, je ne vous entends pas du tout. Je vous vois, On je ne vous t'entend, entends pas. oui. On t'entend. Ah, super. Moi, je vous Tu entends nous, pas, hein. Pas tu du nous tout. entends pas? Ah, Dis On va quelque voir. chose, Jean-Michel? Bonjour Cynthia. Ah, la salle a été ouverte. Bonjour Tassadine, bienvenue. Bon, on va faire les tests sur. Alors, juste, hop, Je, je vais désolé. peut-être relancer du coup. on t'entend, Ouais. Pascal, hein. Alors, je vais C'est OK relancer. pour toi. Ouais. Il faut peut-être que tu coupes et que tu le remettes. Bonjour, bonjour, bonjour Cynthia. Voilà, c'est Bonjour, dit OK. lundi. Bonjour, 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 bonjour. Le son est tronqué, Alexis. Tronqué, c'est-à-dire il est haché. Bonjour, le Lauragais. Bonjour, Toulouse. C'est bien, on voit. On fait le tour de France et, et plus. Ah, bonjour, Angers, Monsieur Bourbon. Oui, ça t'est bien d'être sur l'île de Bourbon. Béatrice, la connexion meilleure. La Martinique, super. Hello, Angers. Gabriel. Je n'entends pas. Je pense que Pascal a des problèmes. Bonjour La Réunion. Pascal, tu nous entends? J'ai pas l'impression. Ça mouline. Le soleil. C'est le soleil. Bonjour Gisèle, bonjour. Non, je crois que Pascal est allé Pascal, elle n'est pas redémarrer. connectée. Elle a dit qu'elle se déconnectait pour se reconnecter. Oui, oui, bonjour à toutes et à tous. Alors on fait les tests, hein, voilà, les petits tests techniques, ça peut arriver. Parfois on rencontre quelques difficultés techniques. Bon, C'est bon, La voilà. Rochelle? La mer est belle? Mais on a encore 3 minutes devant nous et ça devrait le faire. On devrait pouvoir démarrer à l'heure prévue. Ah, bonjour l'Alsace. Bonjour On croise les doigts. Strasbourg. Ah, merci. Ah, ça donne envie. Alors, confiné dans la région. Je suis à Clamart. Confiné à Clamart, on ne voit pas la mer. Sinon, il faut te mettre sur un tabouret. Ah oui, il faut que je monte très haut. Mais j'ai une petite mare, un petit bassin au fond de mon jardin. Alors, je rêve. Ah, la Vendée aussi. Oui, j'irais bien l'île de Ré, hein, mais c'est plus de 100 km de Paris, hein. Quand je revois La Rochelle. Grèce au loin, superbe. Je vais à Alors, Fontainebleau demain, tiens. Oui, il faut l'Inde, qu'il soit très haut le tabouret. la l'Inde soit. Alors, il y a quelqu'un qui cherche à se connecter. Je vais aller regarder ça. Est-ce que Pascal est revenu? Non. Pas encore. Ok. Bonjour, la Drôme, je pense. Hop, la l'Inde soit.
Du bon vin, eh oui. Ah, il y a l'Alsace aussi, oui, le bon vin. Ah, rebonjour la Réunion. Démarrer mon PC. Ah, bonjour Pascal. Ah, Pascal, on t'entend. Elle est repartie. Bonjour Michel. Ah, oui. Il fait beau. Un petit coup de Gewürz, c'est pas mal, hein? Ah, il y a des gens qui font de la pub, visite guidée. C'est bien ça, c'est bien. C'est intelligent comme prospection. Alors, il est 14 heures. On attend notre collègue Pascal qui a quelques petites difficultés de connexion, mais on va pas tarder à démarrer. En tout cas, nous espérons que vous avez passé un très très bon week-end ensoleillé. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il a été pour tout le monde. Moi, à Paris, ça a été le cas, et là, il continue à faire très très chaud aujourd'hui. Ça de Béarn, la Bretagne. Lyon, la Picardie sous le soleil, magnifique. La Bretagne. Bretagne Nord ou la vraie Bretagne? La vraie Bretagne, la Bretagne Nord ou le Sud? Ah, Ebo, Finistère Nord. Bon, Yorana, Yorana Nadia. Tahiti. Bonjour, bonjour, bonjour. Un peu de rêve? Alors, je vais juste voir si je peux dépanner Pascal. Il est quelle Comment heure? je Il est peux lui 14 donner. h 01, ça va. Ça va, on se donne encore quelques minutes. Aloha, aloha. Bonjour la Guadeloupe. Bah, bonjour la Guadeloupe. Encore des pays de rêve. Hop. Alors. Ah, voilà, voilà Pascal. Ah. Hello Pascal. Pascal a des problèmes. Ouais, j'ai son micro semble coupé. Ouais. Mets un casque. Ah oui, je rappelle que je parle, on ne nous entend pas. Mets ton casque, Pascal.
Plus de son? Plus de son, Linda? Plus de son? Bonjour Pierre, on n'a pas encore démarré. On a quelques petits soucis techniques, notamment notre collègue Pascal qui ne parvient pas à activer le son. Alors, est-ce que de votre côté, les participants, vous nous entendez correctement? Tout est OK, parfait, son OK, parfait. On fait un test, Christian? Oui, moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 5 sur 5, c'est bien. Pas de téléphone. Ah. Très bien, oui, Oui, bon, bah, c'est écoute, ça a bon. l'air Ça a l'air d'être bien. OK. Tu as Donc une question qui est redondante, Jean-Michel, c'est sur l'envoi des documents. Hein. oui, je sais, mais j'ai pas pu télécharger. J'avais commencé à télécharger celui de jeudi, j'ai Ah, envoyé c'était celui sur trop le long. financement participatif, et là c'est trop long. D'accord. Alors, Sophie, ce sera cette webconférence est prévue donc pour le 2, 3, le 4 juin après-midi. Ah, Pascal, et c'est branché pour l'instant. Ok, donc elle devrait pas Son nom, tarder. elle n'a pas mis sa caméra encore, mais elle est branchée. Ok, donc je pense elle va arriver. Sylvie sont ok, Claude c'est ok. Mais Vous n'arrivez pas à voir le futur, d'accord, sur le site de l'ADI. Ah, je vais regarder ça, Hélène, c'est pas normal en effet. Oui, j'ai déjà eu la question. Sur le site de l'ADI. Ok pour le support. Alors c'est vrai que le support ça prend beaucoup moins de temps. Oui, je vous enverrai. Désolé, souci d'internet et moi aussi ma connexion aujourd'hui elle est Est-ce pas que vous top. m'entendez? Est-ce que Ah vous ça y est, m'entendez? oui. Ah, moi, je vois pas encore Pascal. J'arrive pas à mettre la caméra pour le moment. Je vois pas Il y a un encore vrai souci, Pascal, je moi. pense. Ah, ça y est, Ouais, je non, pense que je c'est la vois l'internet pas. est un peu instable. Il n'y a Hein. pas la caméra. Ben ouais, je sais. Ouais, moi j'ai quelques soucis aussi. Hein, Ouais. ma connexion est pas terrible là, mais depuis même ce Non, week-end. je sais pas ce qui se passe là, ouais. Bon, est-ce que déjà vous m'entendez? On n'a pas la caméra de Pascal. Ben ouais, Oui, je n'y arrive Eric, pas. Vous m'entendez Eric ou dit pas? oui, Gilles, Stéphanie, oui. Le son est ok, Pascal. Bon, Ah, ben, moi, vous j'entends pouvez pas pas me voir pour le Pascal. moment. Je suis désolée. J'arrive, ma caméra ne fonctionne pas pour le moment. Je sais pas. L'internet tourne beaucoup. Hein. Alors, du coup, c'est moi qui commence. Vous voulez qu'on y aille ou pas? Allez, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce petit contretemps. Voilà, quelques petits soucis techniques. On disait vendredi que tout allait bien, pas de problème. Et puis ben voilà, on se retrouve aujourd'hui avec ce petit problème. Ça arrive. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes dans nous parlons de développement commercial et notamment une thématique sur les fondamentaux de la stratégie de la communication commerciale. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, hein, c'est organiser ses actions commerciales. Donc c'est un deuxième module. Donc, comme je vous disais, nous avons vu vendredi les fondamentaux de l'approche commerciale, présentés donc par nos animateurs Pascal Bochen et Christian Laossois qui sont là avec nous. On ne voit pas Pascal, Je mais n'entends pas non Christian. plus, moi. Ah non, elle est repartie. Voilà, J'entends on pas a un petit Pascal. souci. Ouais. Il y a un petit souci de connexion aujourd'hui. Et donc, dans pas très longtemps, on va démarrer le deuxième module, organiser ses actions commerciales. Jour bon, Rinka, jour bon. Pascal, elle est repartie. En effet, oui, c'est pas très stable aujourd'hui. Désolé pour voilà, ce contretemps, ce petit problème.
et qu'on ne parvient pas, hein, parce que c'est vraiment contre notre volonté, bien évidemment, vous en doutez, mais surtout c'est difficile à régler parce que c'est pas des réglages de nos ordinateurs, ce sont pas des paramétrages, mais c'est bien la qualité des débits, et moi aussi je vois que mon débit est très variable aujourd'hui. Alors, pour répondre à Stéphanie, la troisième partie, elle aura lieu mercredi à 14 h exactement. Merci Kathleen, c'est très gentil, merci de votre patience. Et non, pas la fibre, pas encore la fibre. Si je vous disais les raisons, vous allez rigoler. Mais non, au fait, il y a le fournisseur d'accès qui a voulu installer la fibre chez moi. Et puis, si vous voulez, à la sortie de la ligne téléphonique, il y a un coude, et il y a un coude qui est rainuré. Et donc, ça passait pas. Et on n'avait pas pensé à attacher, enfin j'ai pensé après, et il voulait absolument m'installer le câble de la fibre sur les murs, et je lui ai dit non, je ne veux pas avoir des guides partout dans la maison, des fils qui pendouillent, donc du coup j'ai refusé, mais je vais le refaire. J'ai trouvé un système, donc je vais rappeler le monsieur. Ah, Pascal essaye de se connecter. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, On on t'entend, t'entend. Pascal. Bon, la caméra, ça veut toujours pas, hein. Désolée. Il n'y a pas moyen. Si, ça vient, voilà, je te vois. Ah, cool. Voilà. Compliqué aujourd'hui, hein. Bon, bah désolé. Allez, voilà, yes, on vous voit, c'est Eureka. On t'attendait, j'avais fait l'introduction, Pascal. Je suis confuse, hein. Non, désolé. non, je t'en prie. Ça arrive. Non, mais on sera pardonné, et notamment, donc du coup, je pense que c'est pas la peine de faire les introductions de l'ADI. Allez, pour cette fois-ci, on a déjà une dizaine de minutes de retard, mais c'est pas bien grave. Pascal, je te laisse la main sur l'introduction. Oui, alors, donc aujourd'hui, alors je passe le hop. Aujourd'hui, donc, on est dans la deuxième, dans le deuxième module de nos 3 modules. Je ne sais pas si ça ne veut pas s'afficher. Ça y est. Alors, juste pour rappeler, pendant que ça se charge, parce que moi j'ai rien à l'écran, là, voilà, c'est. Avant qu'on parle des objectifs, juste pour vous rappeler que la semaine dernière, vendredi, donc, nous avons parlé essentiellement de l'offre et du positionnement de votre offre vis-à-vis en termes de clients, coûts, commodité d'achat et communauté, communication, et notamment, et donc je le rappelle parce qu'il y a une logique dans le déroulement qu'on va faire sur ces 3 modules, et donc on a vu les choses vues de vous, entrepreneurs, et aussi vues du client. Et ça va nous servir pour ce deuxième module où on va essayer l'objectif, il y en a 3, connaître les critères d'achat de ses prospects, établir un plan d'action commercial et réussir le suivi commercial avec des outils et des indicateurs. Donc, vous verrez que ce que nous avons fait la semaine dernière va nous être utile pour attaquer ce deuxième module. Donc, d'abord, connaître ses prospects, et son marché. Vous vous souvenez sans doute du fameux temple grec que nous avons montré. Donc, nous allons être sur le pilier marché cible, et donc on va travailler sur ces piliers avec la connaissance de ses prospects. Voilà. S'il veut bien tourner comme ça va bien, voilà. Vous voyez rien qui s'affiche, parce que moi je suis toujours sur connaître ses prospects, voilà. Voilà, je t'ai mis le temple grec, si ça marche pas. Voilà, donc le temple grec, voilà, aujourd'hui, donc on a vu l'offre la semaine dernière, merci. On va voir maintenant marché et cible, et donc on va travailler sur la connaissance de ses prospects. Alors, pour connaître ses prospects, il faut réaliser au début quand on démarre son activité, ou mettre à jour son étude de marché. Alors, quel est l'objectif de l'étude de marché? Quand vous avez travaillé sur votre offre, vous avez imaginé par rapport à votre produit ou à votre service, quels pourraient être vos clients. En fait, je vous rappelle que dans l'exemple donné par Christian, qui était une société de personnel à domicile pour faire tout ce qui est société de services, ménage, etc. On avait imaginé que les clients, c'était des gens qui n'avaient pas forcément, par exemple, de temps, et qui souhaitaient pouvoir profiter de ce service.
Donc, vous avez imaginé un certain nombre de clients potentiels. Il va falloir vérifier auprès d'eux si ce que vous proposez correspond bien à leurs attentes. Et enfin, il va falloir définir une stratégie commerciale pour atteindre vos objectifs de vente. Donc, on vous a mis une ressource sur YouTube. Quand vous aurez les slides, vous pourrez regarder. Alors, l'étude de marché, en fait, elle a pour vocation finalement de collecter un certain nombre d'informations. Et ces informations, elles vont vous permettre de vérifier les hypothèses que vous aviez faites au début sur vos clients, quels pouvaient être vos clients. Et aussi, si vous l'avez fait, si vous la refaites, parce qu'il faut de temps en temps se reposer la question, de réajuster éventuellement votre offre. Réajuster, c'est-à-dire vous calez plus sur vos clients, voire développer de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités sur votre produit, parce que vous allez découvrir avec votre enquête, votre étude de marché, qu'il y a peut-être des choses qui peuvent intéresser que vous n'aviez pas prévues. Alors, une étude de marché, ça se réalise en 4 étapes. Il faut la préparer. On va regarder, mais il faut définir quels sont vos prospects, vos clients, des particuliers, des entreprises, quels sont leur âge, leur motivation, quels sont leurs besoins, quelle est la zone de chalandise, sauf si vous en avez défini une par rapport à votre propre lieu d'activité. Et on va regarder tout à l'heure en détail ce que peut être une étude de marché. Il va falloir la réaliser. On verra qu'il y a plein d'options possibles. Ça peut être un questionnaire, ça peut être en face à face, ou alors via Internet. Ça peut être aussi des réunions, des rendez-vous, des rencontres. Ensuite, il va falloir l'analyser parce que comme vous récupérez un certain nombre de données, effectivement, alors c'est peut-être le point un peu compliqué parce que pour ceux qui maîtrisent bien des outils type Excel, évidemment, on peut faire des choses. Sinon, c'est pas grave, il faut essayer de faire de la compilation à la main pour essayer de retirer les résultats. Et puis surtout, il faut ensuite en faire quelque chose de ces données. C'est-à-dire, si c'est juste pour les collecter, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il faut y réfléchir à partir de là sur votre offre, l'affiner, l'ajuster, la modifier éventuellement et construire l'argumentaire. Donc, vous voyez que par rapport à tout ce que l'on verra, ce que l'on a vu avant et ce que l'on verra après, cette étude de marché a un sens très important. Alors, connaître ses prospects, c'est donc l'objectif, on l'a dit, de son étude de marché. Alors, quand on dit connaître, ça peut être aussi valider, valider vos hypothèses de départ. Donc, appuyez-vous. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé du pitch, dans lequel on essaye de présenter ses activités, son produit, son service à ses prospects ou à ses clients. Et donc, il faut s'en souvenir parce que finalement, dans votre pitch, vous aurez déjà des débuts de questions pour votre étude de marché, puisque vous avez votre offre. Alors, ça répond au fameux modèle CQQ-COQP. Alors là, Christian, j'ai oublié, mais tu as un truc très mémotechnique et très sympa, mais je l'oublie tout le temps. Il suffit de dire vite. Oh, CQQ, c'est occupé. Ah, voilà. Voilà, non, mais c'est très bien pour les enfants. Voilà. Alors, donc là, on va essayer de se dire, est-ce que vous avez plusieurs profils de clients? Alors, on appelle ça parfois des segments, mais appelons ça des profils. Donc, leur motivation, leurs freins, leurs critères d'achat, comment ils achètent, où ils se trouvent, quel est le prix pour lequel ils seront prêts à payer votre produit, votre service, et quelle est leur taille, c'est-à-dire combien de personnes cela représente, personnes, sociétés, cela représente. Donc, là, ce qu'on appelle la taille de votre cible. Alors, on va vous montrer un exemple via un questionnaire. Alors, c'est pas un exemple inventé, c'est quelque chose de vrai qui a été fait par quelqu'un qui a été accompagné au sein de l'ADI. Alors, je vous montre le début et après, je vous montrerai l'ensemble de l'enquête. Alors, ce qui est intéressant, ça, c'est le début. Donc, c'est quelqu'un qui a choisi de faire un questionnaire qu'elle va distribuer et ou qu'elle va utiliser pour faire du face-à-face avec les gens qu'elle rencontre. Si vous lisez la première l'entête, il y a écrit « Je suis pâtissière et je souhaite créer un service de pâtisserie artisanale faite maison
avec livraison à domicile sur le canton de Fayence. Et il dit, je réalise donc une étude de marché pour laquelle je souhaiterais vous solliciter quelques instants. Alors, la première phase, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit la semaine dernière sur le pitch, bah, c'est un pitch en fait, un pitch très très synthétique, pour des raisons évidentes, parce qu'on va commencer à mettre 15 lignes en début d'un questionnaire, mais c'est un pitch, parce que finalement, qu'est-ce que l'on dit si on se remémore le pitch? On dit, je suis pâtissière, donc là, elle a un métier, c'est sa légitimité, donc elle annonce les choses. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle souhaite créer un service de pâtisserie artisanale faite maison. Vous voyez que là, elle indique quelque chose de très précis. Elle fait ses pâtisseries elle-même et de façon artisanale, et non pas celle que vous pouvez trouver dans les grandes surfaces. Avec livraison à domicile, donc là, c'est un service complémentaire qu'elle offre, c'est-à-dire que c'est elle qui va se déplacer pour livrer, et elle donne sa zone de chalandise, qui en l'espèce est le canton de Fayence. Donc, si vous vous souvenez ce qu'on s'était dit la semaine dernière sur un pitch, on doit répondre aux questions, qu'est-ce que je fais? Ben, elle dit, je suis pâtissière. Qui suis-je et pourquoi je suis crédible? Je suis crédible parce que c'est mon métier. Alors, elle ne dit pas à qui s'adresse son offre, c'est ça qui est intéressant, puisqu'on verra qu'elle cherche à le savoir dans son étude de marché. En quoi son offre est différente de la concurrence? Bien, elle est faite maison, elle n'est pas forcément la seule, mais elle livre à domicile, ce qui est un vrai plus pour les gens qui n'ont pas le temps de se déplacer. Et ce qui fait finalement pourquoi on devrait acheter chez elle, si tant est que le prix soit compatible avec le souhait de ses clients potentiels, c'est que tout est fait de façon artisanale et on sait que ça peut attirer un certain nombre de gens qui n'ont pas envie d'acheter de la pâtisserie industrielle. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le pitch, il n'est pas fait pour rien. Il peut servir pour l'étude de marché, notamment, pas seulement. On a dit, il peut servir à chaque fois qu'on rencontre des gens et qu'on veut leur expliquer ce que l'on fait ou qu'ils vous demandent que faites-vous dans la vie. Voilà, là, c'est un pitch très succinct. On peut parfois dire un peu plus de choses, mais en l'espèce, c'est quand même un bon exemple. Alors, je vous montre l'enquête et pour ne pas vous faire trop peur, j'ai essayé de vous montrer quel est le sens que l'on donne à une enquête. Alors, c'est un peu petit, pardon. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais. Donc, la première phrase, c'est le pitch, projet ou activité succinct. Dans la deuxième partie de question, enfin, les premières questions, en fait, voilà les questions qu'elle pose. Elle demande si, alors même moi, je n'arrive même pas à lire, est-ce que vous êtes actuellement satisfait des viennoiseries que vous achetez? C'est terrible, c'est tout petit. Si quelqu'un voit mieux que moi. On demande de classer de 1 à 4 l'importance sur les critères suivants qui sont le prix, le goût, je ne vois pas bien, pardon. Et puis, on demande aussi quel est le budget moyen par achat à chaque fois que ces personnes achètent des viennoiseries ou des pâtisseries. Cette série de questions-là n'a que pour vocation de connaître ses prospects ou clients potentiels en termes d'habitude, de satisfaction, de priorité de choix et de budget, c'est-à-dire pour aider à la fixation des prix, puisqu'il y a des questions qui concernent à la fois la satisfaction des achats qu'ils font en matière de pâtisserie, les moments de la semaine où ils achètent en priorité, quel moment ils achètent, semaine, week-end ou les deux. Donc, on voit leurs habitudes, l'ordre d'importance, donc je le disais en termes de prix, de goût, etc., de fait maison aussi. Voilà. Donc là, on cherche à connaître ses prospects sur habitude, satisfaction, priorité de choix et budget pour essayer de définir un prix psychologiquement acceptable. L'autre série de questions est sur l'intérêt du projet ou de l'activité et pour aider à fixer les prix de livraison, puisque les questions sont très directes. Seriez-vous intéressé par un concept de pâtisserie artisanale faite maison livrée à domicile? Donc, c'est oui ou non, et on demande pourquoi, évidemment, quand c'est non. Si vous mettez des questions avec oui ou non, il faut impérativement que vous mettiez en dessous, sinon, expliquez pourquoi. Sinon, vous ne saurez jamais pourquoi les gens ont dit non, et ça ne vous permettra pas d'améliorer, d'aménager, de corriger votre offre. Quel supplément êtes-vous prêt à payer pour le service de livraison? Donc là, elle a mis en l'espèce des pourcentages, 5%, 10%, 15%. Donc là, deux objectifs à travers ces questions.
intérêt pour le projet et l'activité proposée par cette personne et quelques repères pour pouvoir lui permettre de fixer son prix de livraison. Après, nous avons encore une série d'autres questions qui est combien de fois par semaine utiliseriez-vous le service et les conditions tarifaires vous conviennent. Donc là, au moins d'une fois, 4 fois. Que commanderiez-vous le plus régulièrement? Donc il y a un certain nombre d'exemples de pâtisseries. Et pour quelles occasions commanderiez-vous à domicile? Donc sans occasion, fête, anniversaire, repas de famille, etc. Là, on est sur des questions et des informations qu'on essaie de récolter pour savoir quel type de produit, donc en l'espèce de pâtisserie, les gens achètent le plus et quelle est la fréquence des achats, si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et enfin, des périodes de charge, puisque on a la notion de fête particulière, de fin d'année, etc. Voilà. Là, on est dans des sujets un petit peu de fréquence et de charge, et aussi de type de produit. Ensuite, nous avons des questions sur la notion des prix. Donc là, on dit quel est le budget moyen par achat que vous dépenseriez. Donc, pourquoi une question comme cela? Parce que ça permet, comme on est sur un budget moyen par achat, si on le croise avec d'autres informations sur la fréquence, on peut, 1, essayer d'affiner son prix, 2, essayer d'estimer son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si les gens disent, ben oui, je vais venir plusieurs fois par semaine de façon régulière et en gros, je mets à chaque fois, je sais pas, moins de 5 €. Si on multiplie 5 € par le nombre de fréquentations potentielles, on peut essayer d'estimer un chiffre d'affaires qui, de toute façon, il faudra quand même le vérifier et l'affiner. Ensuite, elle pose une question extrêmement importante pour elle, qui est quel est le délai de préavis de commande qu'il serait prêt à accepter. Et donc, elle met 12 heures, 24 heures, 2 jours, 3 jours. Alors, pourquoi? Parce que il faut le temps qu'elle réalise quand même ses gâteaux. Et donc, il faut qu'elle réfléchisse à l'organisation qu'elle va devoir avoir pour produire. Si les gens sont dans des délais très courts, par exemple 12 heures, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive à imaginer, en le croisant avec le type de pâtisserie que les gens souhaiteraient et les volumes, comment elle peut s'organiser pour produire et ne pas être soit en surplus, ce qui évidemment lui ferait gâcher de la marchandise et ce qui est quand même de l'argent derrière, soit au contraire lui ferait rater des ventes parce qu'elle n'aurait pas produit ce qu'il fallait. Et enfin, dernière série de questions qui sont assez classiques en général. Êtes-vous une femme, un homme? Dans quelle tranche d'âge vous vous situez? Et finalement, est-ce que vous êtes étudiant, actif, retraité? Et le code postal parce que l'idée, c'est de vérifier par rapport à la zone de chalandise qu'elle a prévue, elle. La livraison va forcément avoir un coût. C'est vrai que si elle livre très près de là où elle habite, ses coûts de livraison vont être moindres, alors que si elle a des commandes assez éloignées de son domicile, elle va avoir une charge supplémentaire en termes de transport pour elle, qui va forcément impacter son prix. Donc vous voyez que, alors ça paraît comme ça un peu, moi j'utilisais ce questionnaire dans les formations présence que nous faisons sur le développement commercial, et la difficulté c'était de faire comprendre l'intérêt de poser des questions. Parce que, alors, je vois que quelqu'un disait les produits et services que je vais vendre sont destinés à une clientèle déjà ciblée, c'est Myriam. Oui, n'en demeure pas moins que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enquête, elle peut servir à se régulièrement, il faut de temps en temps se reposer des questions pour se réajuster. Parce que entre ce que vous avez imaginé au départ et la façon dont les choses peuvent évoluer, et puis rien n'est statique quand on fait une offre, il faut s'adapter au marché, aux évolutions. Regardez avec le Covid, combien de gens ont imaginé et ont fait évoluer leurs produits ou leurs services pendant cette période, compte tenu du contexte et pour s'adapter au contexte. Donc, c'est quand même un moyen de se reposer un certain nombre de questions. Alors, il faut approfondir son étude de marché. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand on a des clients,
c'est très très important de continuer à parler avec eux et de faire des questionnaires, alors beaucoup moins longs sans doute que celui-ci et beaucoup plus ajustés. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir, ce que je vous disais, capter la moindre évolution de leurs besoins, de leurs envies aussi. Hein. L'envie est aussi un acte potentiel, enfin, génère des actes d'achat. Donc, le client, il peut vous donner des idées aussi en disant, ben, moi, c'est dommage que vous fassiez pas ça, telle chose m'intéresserait. Et là, vous pouvez, vous le faites pas aujourd'hui, ok, mais finalement, si vous pouvez peut-être prendre l'idée et vous dire, après tout, est-ce que je la teste pas sur d'autres parties de ma clientèle ou des prospects? Parce que c'est quelque chose que je peux faire évoluer mon offre. Et au fond, est-ce que ça intéresse beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde? Ou est-ce que c'est un client qui est le seul à avoir cette envie-là ou ce désir-là ou ce besoin-là? Ou est-ce que ça vaut le coup de reposer la question à d'autres pour pouvoir élargir mon offre? Le contact avec les non-clients aussi, c'est important. Parce qu'un client qui ne devient pas, enfin un prospect qui ne devient pas un client, c'est très important de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que finalement, ça ne correspond pas du tout à son besoin? Ou est-ce que parce qu'il y a quelques éléments dans votre offre qui le dérangent? Je veux dire, une offre de service ou de produit, si on n'achète pas, c'est pas forcément parce que, alors ça peut être parce qu'on n'en a pas l'usage, hein, bien évidemment, mais c'est parfois parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui ne vous convient pas, et il faudrait parfois pas grand-chose en termes d'ajustement pour que ça déclenche un acte d'achat. Donc c'est très important de systématiquement ne pas s'intéresser qu'aux gens qui achètent et qui sont clients, mais également aux gens que vous avez prospectés mais qui n'achètent pas, afin de savoir pourquoi. C'est extrêmement important. Enfin, cette étude de marché, ce que je disais tout à l'heure à propos de la personne qui disait ben, c'est bon, je connais mes clients, je pense que c'est intéressant de la faire régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par an ou 18 mois maximum, parce que le marché bouge, parce que la concurrence peut être arrivée aussi sur les mêmes produits que les vôtres ou le même service, et que vous pouvez parfois, en innovant, parce que vous avez écouté vos clients ou vos prospects, vous pouvez vous démarquer ou proposer quelque chose de nouveau que d'autres n'ont pas sur le marché, et du coup, ça vous permet d'avoir un avantage concurrentiel. Voilà, donc cette étude, ça peut paraître comme ça un peu fastidieux, un peu pas très évident, mais dites-vous bien qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez poser des questions et au fond, toutes les questions que vous posez quand vous rencontrez des personnes, eh bien, c'est un moyen pour vous déjà de faire une mini étude de marché. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pourriez alors, l'étude de marché, on peut la tester sur sa famille et ses amis, parce que, alors, avec toutes les réserves en termes de subjectivité, mais c'est quand même vos premiers cercles. Et déjà, je pense qu'ils vous amèneront des questions ou certaines questions vous diront, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ils vous donneront déjà un petit feedback. Et puis, je vous engage à regarder aussi dans Facebook, il y a un réseau qui s'appelle le Coin des entrepreneurs. De l'ADI. Et vous verrez que très souvent, il y a des gens qui envoient en fait des enquêtes en ligne par ce réseau-là. Et du coup, c'est très intéressant de regarder. Moi, de temps en temps, je regarde et on voit, d'ailleurs, il n'y a pas que mais entre autres dans ce site-là. Et ça permet de regarder, c'est intéressant de regarder les études de marché que font des gens. Et puis, il y a peut-être aussi, parce que moi, je le vois, il y a beaucoup de villes, c'est des villes peut-être un peu importantes, qui s'appellent Je sais que je viens de, par exemple, il y a Rambouillet, il y a un site qui s'appelle Je sais que je viens de Rambouillet, et les gens, en fait, fonctionnent que par le bouche à oreille. Là, hein. Il faut savoir, c'est par exemple, je cherche un peintre pour faire refaire les peintures de chez moi. Souvent, vous lancez la question sur ce type de site, et les gens de la région, de la zone où vous habitez, vous envoient des recommandations. Donc, je vous engage aussi à regarder ça parce que énormément de gens font aussi sur ces sites-là des enquêtes, des études de marché. Donc, ce sont des ressources à regarder pour se donner des idées, pour voir ce que les autres font sur ce créneau des études de marché. Voilà. Donc, je vais… Alors, Christian, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur l'étude de marché. Oui, merci Pascal, bonjour à tous. Je voulais,
pour être un peu plus concret sur l'étude de marché post-vente, vous donner un exemple concret. Pour que vous voyez un peu quelle est l'utilité. C'est un webmaster, donc il était dans une entreprise, il est parti en se disant, bon, ben moi je vais voler de mes propres ailes. Il a emmené les clients, il avait des amis qui l'intéressaient, qui étaient intéressés par son offre. Mais au bout d'à peu près 6 mois, ben, il a tourné en rond. Les clients, ben, quand il avait fait le site, ben, il n'en avait plus. Donc, il ne savait pas comment trouver, il était un peu perdu. Et c'était un garçon qui est un peu timide. Et une étude de marché, il était pas prêt à la faire. Donc, bon, il nous a contactés dans le cadre de l'ADI et on a posé les questions toutes bêtes. Quelle est la cible? Quelle est la valeur ajoutée de votre produit? Et ben, finalement, il ne savait pas du tout. Donc, plutôt que de refaire une étude de marché comme celle que vous venez de voir, qui est relativement longue et lourde, là, il avait déjà travaillé, donc il fallait aller vite, on est reparti de clients qu'il avait eus, clients ou prospects, qui avaient soit abouti, soit qui n'avaient pas abouti. Et en particulier, il avait une demande d'une société, c'est une société de cosmétiques qui était assez importante, à qui il lui avait envoyé un appel d'offres en disant voilà, on a besoin de telle et telle chose. Il y avait un cahier des charges qui était assez conséquent. Il avait répondu allez, on va dire une page. Il est auto-entrepreneur, donc il est allé assez vite. Et bien sûr, il n'a pas été retenu. Et rien que ça, je lui disais, mais pourquoi cette personne ne vous a pas retenu? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question? Et il dit non, mais je ne peux pas savoir. Je dis, mais si, appelez-la. Et il a appelé la personne, donc c'est une société qui était relativement importante. Il avait peur d'être envoyé dans ses buts. Et la personne, très gentiment, lui a répondu, lui a donné le détail en disant, vous comprenez, moi je vous envoie un cahier des charges de 30 pages, je suis une grande société, vous me répondez qu'une page, le prix est très intéressant, mais ça ne peut pas coller. Moi, j'ai besoin d'avoir une société qui est capable de me suivre, d'avoir une charge qui augmente. Et vous, d'après ce que je comprends et votre devis, vous êtes auto-entrepreneur. Donc, vous me proposez quelque chose sur une page, le prix est bien. Moi, j'ai 30 pages de cahier des charges, ça ne va pas. Donc, il faudrait que vous posiez la question. Et on a un peu pris du recul par rapport à ça et on s'est rendu compte qu'il ne définissait pas sa cible. Donc, plutôt que de refaire l'étude, on est allé directement au choix d'une cible qui était plutôt la PME, PMI ou l'artisan ou l'auto-entrepreneur qui avait besoin d'un site vitrine ou d'e-commerce. Donc, on a redéfini, en faisant cette étude, on a clarifié sa cible. Ensuite, on s'est aperçu au fur et à mesure, parce qu'il disait, ben moi j'ai eu tel client, en fonction de ses connaissances, que finalement, il n'avait pas de valeur ajoutée. Quand vous voulez faire un site, les gens parlent très facilement de prix, mais trouver une valeur ajoutée, ce n'était pas évident. Donc, on a un peu creusé et on s'est rendu compte que parmi tous les prospects qu'il avait, il y avait la question du prix qui se posait et la question aussi des délais qui arrivait tout de suite ensuite, juste après. Et la plupart des clients pour des sites vitrines ou même sites e-commerce, ils voulaient avoir un prix intéressant, mais aussi ils voulaient aller vite. Donc, on en a sorti une sorte de valeur ajoutée en disant, voilà, moi je peux faire ça rapidement, ça vous coûtera un peu plus cher, ou je peux faire ça dans le mois qui suit, et à ce moment, il y a un tarif qui est plus intéressant. Donc, ça lui permettait d'avoir un prix adapté à ses clients et en fonction du client et de ses besoins. Donc, en faisant a posteriori comme ça une mini-étude de marché, il a dû téléphoner à, allez, on va dire, une dizaine de clients ou pas clients, et il a redéfini sa valeur ajoutée, il a défini sa cible et mis en avant une valeur ajoutée. Et en faisant ça, il a eu beaucoup plus de clients parce qu'il pouvait répondre, lorsqu'on lui disait que c'était trop cher, il dit oui, j'ai un moyen de faire ça moins cher, mais il faudra un peu plus de temps. Voilà, tout ça pour dire que maintenant ça marche bien, qu'une étude de marché a posteriori, même si ça ne dure pas longtemps, c'est jamais inutile parce que ça vous permet de revoir votre cible, de revoir votre valeur ajoutée et voir si jamais
il y ait une adéquation entre votre cible et ce que vous proposez. Voilà ce que je voulais rajouter à la présentation de Pascal, qui était nettement plus complète. On est bien d'accord. Alors maintenant, on va passer à s'organiser. Alors, pourquoi s'organiser? Parce que on est vendeur, mais il faut bâtir quelque chose. On ne peut pas dire je vais démarrer comme ça, tiens, je vais faire une action commerciale. Il faut organiser son travail pour que l'on ait un cadre dans lequel on va avancer et savoir où est-ce qu'on va aller. Donc, s'organiser en quoi? Il y a d'abord de définir quels sont mes objectifs et quelle est la stratégie commerciale que je vais mettre en place pour atteindre ma cible. Une fois que votre étude de marché est faite, que votre cible a été choisie, il faut bien définir quels sont vos objectifs. Et ensuite définir la stratégie. Il faut commencer par dire un peu quels sont mes objectifs ou mon objectif, et ce d'une façon raisonnée. Si vous vous dites, moi je vends peu importe le produit, mais je vais vendre ça sur toute la France, ou je vais vendre ça même dans le monde entier parce que le produit est très intéressant, votre objectif, si vous êtes entrepreneur ou une petite entreprise, c'est peut-être un objectif ambitieux, parce que la cible est énorme et vous avez des moyens limités. Donc, il faut bien que vous pensiez que vos objectifs commerciaux bien sûr, doivent être à votre main. Excusez-moi, il faut qu'ils soient ce qu'on appelle des objectifs SMART. Alors, bon, ça veut dire élégant, mais le mot SMART veut dire ce sont des objectifs qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont bien définis, qu'ils sont mesurables, qu'ils sont, vous avez le M, le A c'est atteignable, le R c'est réaliste, et T c'est qu'ils sont mesurables dans le temps, ils sont temporels. Une autre chose aussi, quand vous définissez vos objectifs, il faut qu'ils soient adaptés à votre personne. Si vous êtes timide, vous n'allez pas prendre un objectif très important tout de suite en disant bon, je vais aller chercher mes clients potentiels en sonnant aux portes et faire du porte-à-porte. Ça ne correspond pas à ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut faire attention à ce que l'objectif soit bien défini, clairement, c'est-à-dire d'après les critères SMART, mais aussi qu'il soit adapté à votre personnalité, au temps dont vous disposez et à la zone de chalandise que vous avez choisie. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il faut que vous définissiez une stratégie. Comment je vais faire pour atteindre mes objectifs? C'est souvent utilisé, le terme de stratégie, souvent utilisé dans des termes militaires. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers sur la stratégie, mais c'est important parce que ça sera une façon, j'allais dire presque obligatoire, d'aller atteindre vos objectifs. Il faut savoir comment vous allez les atteindre. Je vais reprendre un exemple très simple qui est le marchand de pommes dont on avait parlé la semaine dernière. Par exemple, quelle est la stratégie d'un marchand de pommes? Bon, c'est simple. Il va se dire, moi je vais, plutôt que d'essayer de le vendre sur Internet ou je ne sais pas, faire des portes ouvertes, il va dire, moi ma stratégie pour toucher ma cible qui sont des clients qui veulent des belles pommes, je vais aller au-devant de mes clients en étant présent sur le lieu qu'ils fréquentent, c'est-à-dire sur les marchés. Donc voilà une stratégie, voilà les moyens qu'il va mettre en place ensuite, mais voilà la stratégie qu'il va définir pour atteindre ses clients. C'est aller vers les clients pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Ce point de stratégie est assez délicat parce qu'il y a énormément de stratégies, mais qu'il faut que vous choisissiez une stratégie la mieux adaptée. Et j'ai là un autre exemple qui était assez parlant, qui est un exemple réel. C'était une personne qui était photographe professionnelle, qui faisait entre guillemets,
belles photos, mais pour des entreprises, des restaurants, des cafés, etc., pour faire un peu de publicité, enfin, qu'ils utilisaient pour leur publicité. Donc, c'était un sujet intéressant, mais cette personne il était bègue. Alors, il savait pas, il avait du mal à parler et les gens le refoulaient pas, mais ils n'osaient pas le dire, ils n'écoutaient pas et il n'arrivait pas à convaincre les gens parce que finalement, sa stratégie qu'il avait mis au point d'aller contacter des entreprises, des restaurants pour leur vendre ses services, ben ça ne marchait pas. Les gens, entre guillemets, n'avaient pas le temps de l'écouter. Donc, il a, enfin, c'est un client a dit, on lui a conseillé, compte tenu de son handicap, de tout simplement de faire un très beau book avec les photos réalisées et de vendre, non pas par la parole, mais de vendre par l'image. Et en mettant au point cette stratégie, d'abord, ça lui a redonné confiance, donc il avait un bâton sur lequel s'appuyer, il parlait facilement et il pouvait vendre finalement ce qu'il fabriquait, et c'était ça sa stratégie, c'est-à-dire je montre des photos, je montre ce que je fais faire, ce que je sais faire, ce que je fais bien. Et ça a bien marché parce que, comme toujours, il a retrouvé confiance en lui, donc il n'était pas coincé et en utilisant cette stratégie de l'image à la place de la parole, c'était adapté à son produit bien sûr, mais surtout c'était le meilleur moyen de montrer ce qu'il savait faire. Voilà. Ensuite, j'arrive pas à avancer. Voilà. Ça y est. Rédiger un plan d'action commerciale. Tout de suite, vous sentez qu'il y a le mot plan, il y a rédiger. C'est quelque chose de concret. Là, on n'a pas les stratégies, c'est concret, mais ça ne fait pas appel à l'imagination. Une fois que vous avez bien phosphoré, que vous savez quelle est votre cible, quels sont vos objectifs, quelle stratégie, comment vous allez atteindre votre stratégie, il faut passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il faut être concret. Tant que c'est au niveau de l'idée, c'est bien, mais ça ne fait pas forcément trouver des clients. Donc, il faut que vous donniez un cadre qui, en quelque sorte, répond aux questions. Ça vous permettra de répondre aux questions. À qui je vais vendre? Qu'est-ce que je vais vendre? Comment je vais le vendre? Quand aussi? Et à la fin, où? Mais en répondant, en listant bien les questions et en disant, voilà, moi je veux faire telle action pour atteindre telle cible et avec quel moyen, vous aurez un cadre défini pour vous lancer dans une action. Quels sont, donc ça se construit, hein, toujours puisqu'on est sur un plan et on rédige, donc on construit. Un plan d'action, il y a 6 étapes. En fait, il y en a 7, mais il y en a 6 qui sont préparatoires. La première, c'est, on l'a parlé, définir les objectifs. Ensuite, on va définir quelles sont les actions que vous allez mettre en place. Il peut y en avoir une ou plusieurs, mais c'est important de les lister pour bien les définir. Ensuite, qui? Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes tout seul, bon, c'est vite fait le tour, ça sera vous. Ensuite, quand vous avez une action, il peut y avoir différentes étapes de cette action. Donc, si c'est, par exemple, aller sur un salon, c'est une action, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment vous allez faire? Vous allez présenter quoi? Vous allez emmener tel produit? Vous allez démontrer telle chose? Donc, détailler la mise en œuvre de l'action avec les différentes étapes. Ensuite, quand? Ça démarre quand? Ça finit quand? Lorsque vous définissez une action par vous-même, il faut que vous donniez des limites. Vous ne pouvez pas dire « Oh, je vais aller faire un salon, oui, quand il y en a. » Non. Vous définissez, le salon c'est telle date, il y a des salons, si vous êtes dans la mode, c'est pendant les Fashion Week, donc vous devez définir la période. Ensuite, ça c'est bien, mais il faut que vous puissiez
voir si jamais cette action que vous avez menée a été réussie ou pas, finalement. Quels sont, par rapport à vos objectifs, quels sont les points que vous avez atteints ou pas. Et en fait, il y a une septième case, une septième étape qui est prendre des décisions. Ça a bien marché, je continue, ça n'a pas marché, j'arrête. Mais entre les deux, ça a marché à moitié. Vous devez aussi vous poser la question, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Alors, on était dans le concret, on reste dans le concret, j'allais dire presque dans le scolaire. Rien ne vaut un bon tableau pour que l'on se prenne en main. Alors, je reprends mes papiers. Vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les 6 étapes, vous avez la définition d'un objectif, l'action qui veut être une ou plusieurs actions, ensuite qui va le faire, ensuite quelles sont les étapes de cette action, ensuite quel est le budget. Ça y était pas dans la préparation, mais il faut bien se fixer un budget, même si vous faites appel par exemple à Facebook pour faire une action. Début et fin, les résultats, et ce qui est aussi très important, quelle est la décision que je prends. Alors, oui, je reprenais là, comme exemple toujours pour être très concret, je reprenais mon marchand de pommes parce que c'est assez simple, même si c'est simpliste. Si on prend l'histoire de mon marchand de pommes, quel est son objectif, par exemple? Bon, son objectif, ça va être d'augmenter ses ventes. Il a réussi à vendre sur un marché. Bon, il voit que ça marche pas mal. Il dit, bon, je voudrais augmenter mes ventes. Par exemple, là, bon, on va dire 30%, enfin, peu importe. Je veux augmenter mes ventes. Quelle action il va mener? Ben, il va dire, je suis présent sur un marché. L'action que je vais faire, c'est je vais aller tester un autre marché. Donc, l'objectif, c'est concret. Je vais augmenter mes ventes de, par exemple, de 400 € par mois. Ensuite, l'action, je vais d'abord sur un marché, mais vous pouvez la détailler. D'abord, première action, c'est d'aller voir où sont les marchés qui semblent intéressants compte tenu de mon produit. Ensuite, l'autre action, c'est je vais faire un test, par exemple, pendant 1 mois sur le marché à Bagneux. Comme ça, vous pouvez juger plus facilement. Qui? Bon, ça sera lui, s'il y a quelqu'un avec lui, son fils ou autre, il emmènera pour juger. Les étapes, ça sera d'aller faire visiter un marché. Autre étape, ça sera d'aller faire un test. Ensuite, le budget, bon, c'est le prix d'un placier, le déplacement, etc. Ça, le budget, ça se calcule facilement. Ensuite, il va se donner, par exemple, une semaine, on va dire une semaine pour aller visiter des marchés. Puis, pour tester, il va se donner 1 mois. Ensuite, il va regarder au bout de ce mois quels sont les résultats obtenus. Il avait dit, mon objectif, c'est 400 € de plus par mois. Puis un second objectif qui était aussi, par exemple, faire au moins 50 clients sur le mois. Si jamais il a dépassé le chiffre d'affaires et le nombre de clients, bon, sa décision sera rapide, pas de problème, je continue. Si jamais ça n'a pas marché, il fait rien, enfin, genre 50, 100 €, il n'a que quelques clients, il dira c'est pas ma cible ou j'ai pas les produits qui correspondent à ce marché-là, il arrêtera. Et le fait d'avoir, par exemple, deux objectifs qui est un chiffre d'affaires et un nombre de clients lui permettra d'affiner sa décision en disant bon, j'ai eu pas mal de clients, mais j'ai pas fait tout à fait mon chiffre d'affaires. Pourquoi? Est-ce que mon produit est adapté, pas adapté? Peut-être que ça l'aidera à prendre une décision d'arrêter, de continuer ou de continuer pendant un temps. D'accord? Alors, maintenant, ça, c'est j'ai sauté une page qui était celle-ci. Voilà, excusez-moi.
quelque chose qui est extrêmement important, c'est la prospection, parce que c'est la source de vos revenus. Il est évident que sans prospection, vous n'aurez pas de nouveaux clients, donc pas de développement de chiffre d'affaires et pas d'avenir, entre guillemets. Alors, une action de prospection, c'est un plan d'action commerciale. C'est une action commerciale comme une autre, avec des particularités, mais il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Je fais une action commerciale en ce moment qui est la prospection, parce que je ne sais plus où j'en suis, ou je ne sais pas où je veux aller, et je veux me développer. Donc, le but d'une action de prospection, c'est de se développer. Et c'est difficile parce que une fois que vous aviez votre idée, vous avez commencé, c'était clair, mais ensuite vous voulez vous développer, et vous développer comment? Donc, c'est un temps de retour sur soi, de réflexion pour trouver des idées. Et on est dans le domaine de l'idée. Donc, plus on va se cadrer, plus on va se donner d'outils pour s'aider, mieux ça sera pour canaliser nos idées. Alors, il faut d'abord, on n'est pas en France pour rien, on est cartésien, hein. Donc on va d'abord trouver des critères de ciblage pour la prospection. À qui je m'adresse? Bon, je vends peut-être à des particuliers, mais peut-être qu'il y a des petites entreprises qui seraient intéressées. Je vends à des médecins, est-ce que les pharmaciens seraient intéressés? Il y a la saisonnalité. Je vends essentiellement à Noël, mais bon, je pourrais peut-être décaler pour les fêtes des mères. Je vends à des CSP élevés. Si j'ai un produit différent, je touche une catégorie beaucoup plus grande. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. Vous laissez votre esprit fumer, aller dans tous les sens, et puis après, vous dites, bon, ça, c'est pas possible, oui, je vais faire ça, ça a un sens, etc. Donc, c'est vraiment un travail intellectuel. Ensuite, comment on peut, quel objectif de prospection on pourrait se donner? Parce que c'est vendre, d'accord, mais il y a des étapes. Il faudrait peut-être, là, comme exemple, il y a constituer un fichier de prospection. Quand vous avez un fichier de prospection, ça vous aide à la démarrer. Réactiver des clients. Il y a des gens qui ont commandé, bon, pourquoi ils ne recommanderaient pas? Ça correspond à ce que vous vendez, puisqu'ils vous ont acheté. J'espère que vous l'avez bien gardé les coordonnées, mais ça vous permet de relancer relativement facilement une prospection en proposant un produit cousin, frère. Vous relancez les dossiers des gens qui disent oui, revenez dans 3 mois parce que là je suis occupé. Vous pouvez aussi demander aux gens, est-ce que vous êtes content? C'est une façon de prospecter. Vous avez vendu, vous revenez, vous dites bon, je vous ai fait ce travail il y a 3 mois. Par exemple, j'ai réalisé votre site, un site de vitrine. Je l'ai fait il y a 3 mois. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous arrivez à mettre des photos? Et puis, dans la foulée, vous pouvez aussi prospecter en disant, vous savez que nous, on propose aussi du SAV. Vous voyez, c'est parler dans le vide, entre guillemets, mais c'est donner libre cours à votre imagination pour trouver des nouveaux clients. Un moyen au niveau de faire chauffer votre esprit, bon, évidemment, vous avez tous compris, on parle du brainstorming. Alors, lorsqu'on est en présentiel et qu'il y a plusieurs participants, c'est facile, il y a 5-6 personnes et on échange. Mais lorsque vous êtes tout seul, brainstormer avec soi-même, c'est un peu difficile. Donc, vous pouvez avoir des amis ou la famille. Les amis, c'est mieux parce que c'est une ouverture qui est différente, mais ça vous permet de fusionner, de trouver des idées qui s'enchaînent vraiment les unes les autres. Alors, maintenant, une fois qu'on a débroussaillé, on a fait quelques choix, on arrive à une action. Qu'est-ce qu'on va faire? Avoir un stand, faire une démonstration, faire du porte-à-porte. Vous voyez que dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle le push, c'est-à-dire qu'on pousse pour que on ait le client face à soi. Le salon, la démonstration, le porte-à-porte, etc. Là, il y a un contact j'allais dire physique, il y a un contact réel. Ou bien on va chercher le client, genre les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui est en face de vous,
Vous pouvez demander à monsieur Paul, si jamais il n'a pas un ami qui serait intéressé par votre produit. Vous pouvez dire aux gens, je suis prêt à, si jamais vous m'amenez des clients, à vous faire travailler, ou ce qui se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, je vais faire un contrat d'apporteur d'affaires. Pourquoi pas, si vous amène des affaires intéressantes. Ou je fais un dossier de presse, je distribue des flyers. Vous voyez, on va un peu dans tous les sens, mais c'est ça la prospection. C'est élargir par tous les moyens. J'ai le cas précis là, de ce Christophe là, qui avait fait un site web. Bon, il n'est pas à l'aise, c'est pas un très bon vendeur. Eh ben, il a repris tous ses clients et puis il leur a, au bout de 6 mois, il leur demandait gentiment, est-ce que ça a bien marché, est-ce que vous êtes content? Et il leur a proposé systématiquement un contrat de SAV en disant, si jamais il y a des bugs, comme ça au moins vous ne perdez pas de temps et moi je suis disponible. Et ça marchait bien. C'est une autre source de prospection, et de se remémorer les premiers clients que vous avez eus au début de votre activité. Pourquoi ces gens-là ont acheté? Ce qu'on appelle les early customers. Pourquoi ils ont acheté? Qu'est-ce qui les a fait se décider? D'accord? Voilà. Alors, là, on était dans le brainstorming, on était un peu dans le rêve, dans l'idée, dans la tempête sous le cerveau. Mais il faut se canaliser. Établissez-vous, une fois que vous avez décidé d'une action, là on revient au plan d'action commerciale avec le tableau qu'on a vu, fixez-vous des objectifs. Moi, je voudrais avoir 2 rendez-vous par semaine. Moi, je voudrais réaliser 5 ventes par jour. Je voudrais atteindre le chiffre d'affaires 200 € par semaine. Si jamais vous vous donnez des indicateurs, l'intérêt de l'indicateur, c'est d'analyser les écarts. Ce n'est pas l'indicateur en lui-même. Vous vouliez faire 100 € par semaine et vous en faites 80. Pourquoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous avez un étiage, vous avez un moyen de savoir si vous êtes mieux que ce que vous avez prévu ou moins bien, et pourquoi. Ensuite, de faire une synthèse. Quand vous avez fait un tour, posez-vous la question. Est-ce que j'ai une offre qui convient? Est-ce que mon argumentaire est bien fait? Est-ce que mon pitch est à la hauteur? Etc. De canaliser ce que vous avez fait et d'analyser, c'est important. Ça vous permet aussi, une chose qui est importante, c'est lorsque ça marche bien, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, et finalement, ça fait du bien de se féliciter. Alors, maintenant, on est vraiment dans le concret, hein, d'accord? On va passer à organiser. J'ai un peu de mal à voir où j'en suis. Voilà, faire le bilan. Ensuite, un petit clin d'œil. Vous voyez le dessin. Le monsieur, il a bien prospecté, il a des relations, il est très content. En fait, il a prospecté, il est sur le site de LinkedIn, et sa secrétaire lui dit: ah, c'est bien, vous avez 1500 clients, ce sont les prospects. Oh oui, mais bon, moi j'attends qu'il m'appelle, puis on saura bien. Bon, d'accord, c'est le travail à l'envers, ça. C'est vrai qu'il faut relever ses manches. C'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui n'est pas facile, parce qu'on se met en danger, on quitte sa zone de confort ou l'en Vendée, mais c'est le seul moyen que vous avez de progresser, de vous développer. La prospection, c'est vraiment, vraiment important. C'est difficile, mais c'est fondamental si vous voulez vous développer. Bon, je rappelle les points importants, vous les voyez. Ayez des objectifs, revoyez votre argumentaire, soyez à l'écoute des clients, ils ont des idées aussi, ou même les amis. Respectez vos engagements, oui. On l'avait vu au début, la confiance. Et la confiance, c'est un atout qui est absolument primordial pour un vendeur. La réputation d'un vendeur n'est pas forcément la meilleure, mais quand un vendeur respecte ses engagements, vous remontez beaucoup dans l'estime des gens. Planifier les actions courtes et régulières, oui.
c'est pas la peine de se donner, vous vendez pour 1000 ou 2000 euros par mois et vous n'allez pas vous dire, bon, dans 6 mois, je veux vendre pour 10 000 euros. Non, mettez-vous des marches qui sont capables d'être montées, mais montez pas au sommet de l'Himalaya en une fois, quoi. Il y a des étapes intermédiaires. Faites le bilan régulièrement, ça c'est important, et félicitez-vous quand vous avez des succès, parce que c'est dur. Personne n'est là derrière votre dos en disant « Ah, c'est bien, t'as bien travaillé, t'as trouvé quelque chose ». C'est vous qui vous le direz parce que vous êtes content. Et ça, c'est important. Donc ça, ne l'oubliez pas. Alors, on est toujours dans le concret. Des outils pour s'organiser. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Dans une entreprise, bon, il y a des services spécialisés. Quand vous êtes seul, ou vous êtes 2 ou à 3 dans une entreprise, eh ben, les différents services, c'est des outils que vous allez utiliser. Alors, un outil tout simple qui est un fichier client. C'est bête à dire, mais je connais des personnes, des créateurs à l'ADI, qui ont des clients, qui ont vu des gens qui ont acheté, ben, ils n'ont pas eu le réflexe de prendre le nom, l'adresse, le téléphone, l'adresse email, etc., etc. Et ils étaient contents de vendre. Et bah oui, un client gagné, c'était un client perdu. Eh bien non. Si jamais vous donnez la peine de noter le plus de choses possible, quand vous serez dans un moment de creux ou de baisse d'activité, vous pouvez toujours reprendre vos fichiers et aller reproposer autre chose. Donc, l'outil, c'est, bon là, c'est un tableau Excel. Ça peut être Google, ça peut être Yahoo, Gmail. Vous avez tout là-dessus, sur votre téléphone. N'oubliez pas de mettre des notes. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il faudrait que je lui apporte la prochaine fois, etc. C'est scolaire, c'est un peu contraignant, mais c'est de l'or, un fichier. Ensuite, un autre outil, c'est un indicateur. Pourquoi un indicateur? Parce que quand vous êtes fixé les objectifs, ça vous permet de faire petite ligne par petite ligne le point sur ce que vous avez fait et comment ça marche. J'ai un exemple, c'était une société de cosmétiques qui tournait vraiment pas bien. Bon, elle ne savait pas très bien et on s'est fixé comme ça des indicateurs qui étaient au début. Moi, je veux que j'ai au moins... Bon, elle ne vendait pas énormément parce qu'elle n'était pas visible. Je voudrais que j'ai avoir au moins 10 clients qui rentrent dans ma boutique chaque jour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la lumière, etc. J'ai fait telle et telle chose. J'ai mis une belle vitrine, de la lumière pour qu'on voit l'intérieur. Bon, à fin janvier, je me suis promis d'avoir 10 clients par jour. Ben, j'en ai eu 5. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais améliorer encore ce que j'ai fait, etc. Ça vous permet d'avoir très rapidement l'état de l'effort que vous avez fait. Et est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aidé ou pas? Oui, la boutique de cosmétiques, je repense à ça parce que c'était quelque chose qui était important. Une fois qu'elle a eu, ça a bien marché, que les clients ont commencé à rentrer. Ensuite, elle a travaillé sur l'aménagement de sa boutique pour que le panier moyen augmente. Et donc, ça a bien marché parce qu'il y avait des promotions, il y avait des articles qui étaient mis en avant. Elle avait fait des sortes de présentoirs qui étaient sympathiques. Ensuite, elle a encore continué. Elle a dit c'est pas assez et elle a fait toutes les semaines une sorte de bon, elle avait des marques qui étaient d'accord, des démonstrations de clients pour faire. Donc elle a dit voilà, je veux que mon chiffre d'affaires augmente. Alors les clients, d'abord, ils voient la boutique. Deuxièmement, ils rentrent. Troisièmement, ils achètent. Et quatrièmement, j'ai un plus, j'ai un bonus qui est toutes les semaines des ventes promotionnelles ou des démonstrations. Ça marche bien et il faut le faire et le suivre. Et pour ça,
je fais un rappel à l'image précédente, il faut avoir un fichier client. Voilà, donc on a fait le tour de la prospection, du plan d'action commerciale, et vous voyez que malgré tout ce que vous pouvez avoir en tête de bonne volonté, il faut que vous encadriez l'ensemble de vos actions pour être sûr de les mener à terme. Voilà, si vous avez des questions, ben, vous les mettez dans la ligne et on y répondra. Merci. Pascal, je te repasse la main. Oui, merci beaucoup. Donc, on est toujours sur les outils. Alors juste un point, je pense que je repense au fichier client que tu évoquais, Christian. Des fois, en fait, on ne pense pas dans certaines occasions. Alors moi, je pense à deux exemples. Hein. Un exemple de quelqu'un qui avait un magasin, parce que à partir d'œuvres d'art classique, il refait un certain nombre de choses. Il a une imprimante 3D, bon bref. Et donc, il a une boutique où les gens peuvent venir voir ce qu'il fait. Hein. Eh bien, à aucun moment, il n'avait pensé à mettre un cahier sur le comptoir de sa boutique, hein, quand les gens viennent voir ce qu'il fait et discuter avec lui en leur disant bah, écoutez, avant de partir, mettez votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone si vous le souhaitez, et je vous tiendrai au courant de mes activités. Vous voyez, donc, en fait, il n'a du coup aucun fichier prospect, parce que ça commence par là, en fait, hein, qui lui aurait permis de recontacter ces gens-là après, de leur envoyer l'adresse de son site, etc. Donc, voilà, Christian a donné des exemples très, très concrets et parfois assez faciles à faire. Idem quand on est sur un salon. Hein. On fait un salon, il peut y avoir beaucoup de monde et on n'a pas forcément le temps soi-même de prendre toutes les adresses mail des gens et leurs noms, mais on peut leur demander de les écrire et très souvent, les gens le font. Hein. Voilà, donc je pensais aussi aux choses qui sont assez faciles et qui finalement vont vous gagner du temps et être efficaces. Alors, deux slides avant de finir. Un sur la matrice Eisenhower, elle s'appelle comme ça, mais beaucoup de gens la connaissent sans connaître son nom, et c'est pas très grave d'ailleurs, qui est une matrice de priorisation des tâches. Le problème, quand on attaque la prospection notamment, mais pas seulement, c'est que on part un peu dans tous les sens, parce que quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur, en fait, on est un homme ou une femme orchestre. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tout faire. Sa prospection, sa communication, sa vente, pas tout quoi. Suivre ses finances, bref. Et donc du coup, la difficulté, c'est d'organiser son temps. Alors on va pas ici faire un cours sur l'organisation du temps, ça demanderait beaucoup plus justement de temps que cela. Mais juste pour vous dire qu'il y a un moyen intéressant dans l'utilisation de cette matrice que vous voyez là, c'est en début de semaine, il y a des moments où il faut faire des pauses et regarder son agenda de la semaine. Ça fait plutôt du bien en général parce que ça remet un petit peu, on se recadre. Et typiquement, vous pouvez positionner dans cette matrice au fil de vos journées les choses qu'il y a à faire dans cette organisation-là pour pouvoir la regarder en début de semaine ou en fin de semaine, ça vous vous organisez, mais enfin une fois par semaine, je pense qu'il faut le regarder, mettre à jour et s'assurer qu'on est toujours bien dans le bon choix. Cet outil, en fait, il a pour vocation à passer plus de temps sur les activités les plus utiles et les plus importantes pour votre activité, plutôt que de vous disperser et donc d'essayer, en fait, on essaye de prendre des décisions un peu éclairées. Donc, vous voyez qu'on a une abscisse et une ordonnée avec urgent d'un côté et important de l'autre. On aurait pu rajouter parfois facilité. Prenez en compte ce critère. Il y a parfois des choses très faciles à faire qui prennent pas beaucoup de temps et qui mises dans cette matrice peuvent avoir une incidence importante. Donc, quand quelque chose est très important et très urgent, il n'y a pas le choix, il faut le faire. C'est juste simple, il n'y a pas le choix. Il faut payer ses cotisations et il ne faut pas rater le truc. Ben, faire ses déclarations, ben, c'est important, c'est urgent, il faut le faire. Ce qui n'est pas important et qui n'est pas urgent, bah, non, pardon, ce qui est important et n'est pas très urgent, bah, il faut le planifier. On verra juste après un exemple de planification parce que c'est quand même important dans certaines activités. Ce qui n'est pas urgent et n'est pas important, ben, c'est qu'on peut s'en passer. Hein. Et ce qui est urgent mais pas important,
on peut le déléguer. Alors la difficulté, c'est quand on est seul, on ne sait pas à qui on peut le déléguer. Hein, donc c'est un peu plus compliqué cette case-là. Mais en tout cas, on peut réfléchir au sujet. Alors, je reprends mon exemple de la personne qui avait cette boutique où qui faisait des tableaux, etc. C'est très intéressant parce qu'il avait pris comme option de mettre une voiture devant. Il est sur Versailles, mettre une petite voiture rigolote sur le parking du château avec des flyers, etc. Et puis, et donc il y avait des gens qui passaient, mais il n'avait jamais de commande. Et alors, il avait aussi réussi à décrocher un contrat dans un grand hôtel à Versailles pour installer ses tableaux, etc. Mais il n'y avait pas son nom, par exemple, vous voyez. Donc, si quelqu'un voulait acheter, était intéressé par l'achat du tableau, il ne savait pas à qui s'adresser. Et donc, et puis, il rêvait d'ouvrir une boutique sur Paris, alors parce qu'il y avait plus de passages. Donc, après avoir fait la session en présentiel du développement commercial avec nous, en fait, ce qu'il a vu, c'est que ce qu'il fallait planifier en urgence, c'était de vendre sa voiture, pour lequel il payait une assurance qui était sur le parking du château de Versailles et qui ne lui amenait aucun client. Donc, je boucle avec ce que disait Christian. Quand on prend une action de prospection, on regarde si elle marche ou si elle ne marche pas. Et si elle ne marche pas, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et si la conclusion, c'est qu'elle n'a pas, ce qu'on fait c'est pas le bon choix, il faut arrêter. Donc, il a pris la décision à la fin de la session de vendre sa voiture parce qu'elle ne lui rapportait rien, elle lui coûtait de l'argent. Et il a pris, par contre, et il a aussi décidé de reporter son choix de trouver une boutique dans Paris qui coûte cher et dont il n'était absolument pas sûr que ça lui rapporterait quelque chose. Donc là, on lui a dit, pour le moment, c'est plutôt à planifier. La voiture à éliminer. Voilà. Donc, si vous voulez, ça permet de vous cadrer en vous disant qu'est-ce que je vais faire et comment je ne vais pas me disperser. Et en la regardant une fois par semaine, en ayant mis des actions dans ces 4 cases, vous verrez que d'abord, il y a des choses que vous avez peut-être oubliées. Enfin, moi-même, hein, quand je travaillais avant, il y avait des choses dont j'avais oublié qu'il fallait que je les fasse. Hein. Donc, en le regardant, on se dit, ah oui, mince, il faut que je fasse ça, c'est quand même dans les choses à faire. Ça permet d'éliminer vous savez, les trucs SAMU qui finalement, tout le monde croit que c'est urgent, mais ça ne l'est pas. Voilà. On prend avec ça des décisions assez éclairées. Ça demandait beaucoup plus de temps pour travailler sur le sujet, mais c'était juste un éclairage qu'on voulait vous apporter là-dessus. Et enfin, un dernier outil, très pratico-pratique aussi, c'est le rétro-planning. C'est-à-dire qu'il y a dans vos activités, vous avez forcément un moment où il faut que vous travailliez, vous prépariez en amont pour pouvoir réaliser une action. Là, on a pris un exemple d'une vente. Ça peut être d'ailleurs, en l'espèce, les ventes de confiture lors d'un événement, mais moi, j'ai eu aussi quelqu'un qui faisait, par exemple, tous les salons ethniques, puisqu'elle était d'origine comorienne, donc il y a des salons africains un peu dédiés, etc. Eh bien, je lui avais recommandé de faire ce rétro-planning. Vous voyez que dans l'espèce là, il y a la réservation du stand, hein, voilà. Et ensuite, là, en l'espèce, il fallait louer une camionnette, annoncer l'événement sur les réseaux sociaux, envoyer un mail de précommande aux participants, commander des nouveaux flyers, la déco du stand à commander, estimer le nombre de pots, les ingrédients, faire cuisiner les pots de confiture à faire, les étiqueter, les mettre en carton, déposer le stock, préparer le stand, la caisse, etc. Très intéressant parce que, donc là, on est dans l'ordre, finalement, on a le début et puis on a la date d'arrivée qui était le salon en l'espèce. Il y a des tas de choses à faire avant et si on ne les programme pas dans le temps, on risque d'arriver sur la ligne d'arrivée en n'ayant pas tout préparé, pas tout fait ce qu'il fallait. Typiquement, pour cette jeune femme qui vend des produits d'origine comorienne, elle m'avait expliqué que il savait le nom, enfin, il faisait des salons, mais ils étaient toujours en retard, surtout d'ailleurs, sur la com, sur l'approvisionnement des outils, des produits, excusez-moi, qui arrivaient quand même de Comores. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'elle s'assure que aux Comores, les gens qui lui fabriquaient ces produits soient bien en phase, etc. Et donc, après discussion avec elle, elle me dit, non, mais de toute façon, c'est des salons ethniques, je les connais quasiment d'une année sur l'autre, même si je n'ai pas la date précise, je connais quand même la période de l'année où c'est. Donc, je l'ai engagé à faire un rétro-planning par rapport à ses soucis. Et c'était quand même très intéressant parce que quelques temps après, je vois qu'elle participe à un salon pas très loin de chez moi. Et donc, je me dis, tiens, super, je vais y aller parce qu'en plus, je voulais acheter un produit qu'elle proposait, je savais qu'elle le proposait. Et donc, j'y vais. Et là, je lui dis, voilà, justement, ça tombe bien, je voulais vous acheter tel produit. Elle me dit, je ne l'ai pas.
Je dis, ah bon, et comment ça se fait, vous l'avez pas? Elle dit, bah, en fait, je m'y suis pas pris assez à temps et donc il y a plein de produits que je n'ai pas. Ah, je lui dis, bah, c'est quand même dommage parce que bah, du coup, j'ai pas acheté, hein, puisque c'était ça que je venais prendre. Donc, elle a vu concrètement, parce que moi, je lui dis, en fait, on en a parlé. Je viens parce que je suis intéressée par un de vos produits, je ne peux pas l'acheter, donc je ne vais pas vous acheter autre chose. Et donc, le grand plaisir que j'ai, c'est que je ne sais pas si elle utilise l'outil. Ce que je constate, parce que je continue à la suivre sur Facebook, c'est elle communique parfaitement bien avant ses salons maintenant. Avant, je la voyais pas. Maintenant, je trouve que c'est super bien. J'ai pas eu l'opportunité de retourner voir si elle a tous les produits quand elle a son stand, mais je trouve qu'en tout cas, rien que sur la com, voilà, elle est toujours en avance. Voilà, on a le temps de voir les salons auxquels elle participe et éventuellement y aller si on le peut. Donc, outil très utile, très pratico-pratique. Je pense que c'est une habitude après à prendre, puisque une fois qu'on connaît, la plupart du temps, vous connaissez sur la colonne de gauche la décomposition des tâches, si je puis dire. Donc après, voilà, c'est vraiment l'organisation du temps dans cette décomposition des tâches qui est vraiment très importante. Voilà, donc des outils très pratico-pratiques. Je voulais juste dire tout à l'heure, parce que j'ai vu que il y avait des questions dans le chat sur, si tu me le permets, Jean-Michel. Pascal, est-ce que je peux juste rajouter un mot sur le rétro-planning? Vas-y. Merci. Dans cet exemple de marchand de confiture, c'est un exemple réel. La personne a eu une autre opportunité, c'était un week-end entier sur un stand des Galeries Lafayette. Et on en a parlé avant, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous vendez plus que ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez le moyen, au bout de la première journée, de rebondir pour la seconde? Et elle m'a dit non, si jamais je ne prévois pas, parce que je n'aurai pas les matières premières, les fruits en l'occurrence. Donc, en faisant un tout petit rétro-planning, c'est si jamais j'ai tout vendu, j'ai besoin de quoi pour travailler la nuit et refaire des pots de confiture? Eh ben, la chose la plus importante qu'elle ne pouvait pas trouver, ni stocker, longtemps, c'était des fruits. Donc, elle a acheté suffisamment de fruits pour faire suffisamment de confiture pour être présente sur le marché le lendemain. Donc voilà, si elle n'y avait pas pensé avant et fait un petit rétro-planning, eh ben, sur 2 produits qui étaient du sucre et des fruits, eh ben, elle aurait raté des ventes et elle aurait surtout une mauvaise image. On lui aurait dit, ah, vous n'avez pas les produits. Voilà, je te repasse la parole. Merci Christian, mais c'est vraiment important parce que tu as raison de le dire, il y a un impact après sur les gens quand ils viennent, une forme de déception en fait, parce que l'acte d'achat, ça peut être aussi un acte surtout sur un salon, hein, j'achète pas quoi. On n'y revient pas forcément après, en particulier, enfin on y revient si on était content. Si on n'a pas eu le produit, il y a une forme de frustration qui peut se créer et effectivement il y a un impact plus important qu'on ne croit. Donc tu as raison de citer ça. Alors, je voulais juste revenir parce que j'ai vu qu'il y avait eu des remarques dans le chat. Alors, pour ce qui concerne les études de marché, on en trouve pas mal dans le site qui s'appelle Adi, le coin des entrepreneurs malins. Moi, je le regarde et donc là, d'ailleurs, j'en ai vu quelques-unes. Hein, pendant que Christian parlait, j'ai jeté un œil. Il y a des gens qui envoient des études de marché par ce système-là et donc c'est toujours intéressant de regarder comment ils le font, enfin, ce qu'ils ont mis dedans. Ça permet de faire un petit benchmark. Et l'autre site que je vous citais, alors je ne sais pas évidemment hein, si ça existe partout, mais par exemple, moi j'habite pas loin de Gif-sur-Yvette et pas loin de Rambouillet. Eh bien, il y a 2 sites, chacun l'un s'appelle Je sais que je viens de Gif-sur-Yvette Caen, l'autre s'appelle Je sais que je viens de Rambouillet Caen, voilà. Donc regardez autour de vous s'il y a des sites entre guillemets Facebook locaux. C'est souvent des sites de bouche à oreille. Et donc, c'est un très bon moyen pour capter les choses, pour faire des mini-études de clients, en fait, hein, de marché, parce que les gens y répondent, en fait. Donc, moi, je vois des gens, des fois, qui proposent des choses qu'ils fabriquent, des gens qui fabriquent des bijoux, des choses comme ça, donc des auto-entrepreneurs comme vous. Et très souvent, les gens mettent des remarques, enfin, vous savez, des commentaires, et c'est très, très intéressant, je trouve, de regarder ça quand on est auto-entrepreneur. Donc, cherchez ce genre de site aussi autour de vous. Vous verrez que voilà, ça apporte. C'est pas très compliqué en plus à manipuler, hein, Facebook, et finalement, ça apporte beaucoup d'informations. Voilà, j'en ai fini. Jean-Michel, nous te repassons la parole. On a perdu Jean-Michel. Je suis là. Bon, on se revoit mercredi. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. C'était Jean-Michel arrive.
Non, il a des vous me problèmes voyez? de ligne. Il est toujours pareil. Oui. Il a un réseau encombré. Eh ben, Non, merci beaucoup à tous. on le voit, Christian. Christian, Moi, je ne le on le vois pas. Bon, mais Ah, c'est et pas on grave. l'entend. Tu l'entends pas? Tu Non. m'entends, Christian? Bon, ben, je vous laisse la parole. Oui. Jean-Michel, à toi. Merci, en tout cas, merci Pascal, merci Christian. Hop, hop, merci Christian. Voilà. Moi, j'entends Euh, rien. Il est frustré. C'était moi, maintenant c'est lui. et Bon. non, Bon, bah, de toute merci, façon, merci à merci toutes et à beaucoup. tous. Au On se revoit revoir. Bon, mercredi. profitez du beau temps et à mercredi. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à tout le Il peut monde. À partir. Merci. À très Ça bientôt. Au marche revoir. pas, Merci. Jean-Michel. Au revoir. Au revoir. Au revoir.